Pour ce qui concerne la diaspora, je vais mettre en place 2 directions qui seront les interlocuteurs de la diaspora, 2 directions, une économique et une autre plus culturelle, éducative. Est-ce que ça va être OK pour 2023 pour vous, le droit de vote des Malgaches? Je vous laisse repasser. Quelles mesures vous allez prendre pour rassurer les investisseurs, aussi bien malgaches que pas malgaches en fait? Bien, écoutez, le chef de l'État nous a demandé de lutter contre la corruption au sein de chacun de nos départements ministériels. Vous étiez haut fonctionnaire ici, très attaché à la France, et en même temps vous êtes très attaché à Madagascar. Comment on peut s'assurer de la, comment dire, sans ambiguïté, que c'est Madagascar que vous allez défendre maintenant? Bien, monsieur le ministre. Bonjour à tout le monde. Alors nous sommes venus à l'invitation du MEDEF aux premières rencontres des entrepreneurs francophones. Nous avons pu rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise. Il y avait 650 chefs d'entreprise, dont 400 chefs d'entreprise des pays francophones. Nous avons eu des réunions extrêmement importantes avec notamment le patronat marocain, mais également le patronat wallon en Belgique, mais également avec un certain nombre d'entreprises qui souhaitent investir à Madagascar et donc créer des richesses à Madagascar et donc créer des emplois à Madagascar. La priorité que le président de la République nous a donnée lors du premier Conseil des ministres auquel j'ai assisté le 15 août dernier, c'est extrêmement clair. Il faut d'abord que tous les ministres sortent des bureaux pour aller au-devant de la population. Pour ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, moi je vais évidemment sortir de mon bureau pour essayer et pour réussir également d'apporter un certain nombre d'entreprises à Madagascar. Apporter les entreprises à Madagascar, c'est-à-dire créer, je dirais, le cadre de sécurité d'investissement, créer également un certain nombre de facilités à certaines entreprises. Je pense au tourisme, je pense aux mines, je pense à la pêche, je pense à l'agroalimentaire. Donc le ministère des Affaires étrangères, lorsque je vais rentrer dans quelques jours après la mission qui m'est confiée à Paris, lorsque je vais rentrer à Anous, à Antananarivo, à mon ministère, je vais immédiatement mettre en place un certain nombre de directions centrales. Pour ce qui concerne la diaspora, je vais mettre en place 2 directions qui seront les interlocuteurs de la diaspora, 2 directions, une économique et une autre plus culturelle, éducative et disons associative. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurisation en fait des investissements. Concrètement, comment ça peut rassurer en fait? Quelles mesures vous allez prendre pour rassurer les investisseurs, aussi bien malgaches que pas malgaches en fait? Mais écoutez, il y a tout d'abord un cadre juridique qui est déterminé par nos élus, qui donne un certain nombre de garanties. Il y a également le DBM, qui est un organisme public qui aide les entreprises à s'installer à Madagascar. Et puis, il y a surtout, à Madagascar, un tissu économique constitué de grandes entreprises qui peuvent aider nos compatriotes malagasy, nos compatriotes de la diaspora, à envisager le retour à Madagascar. Parce que je pense que après cette crise mondiale du Covid, j'estime que les cartes sont rebattues, les cartes diplomatiques, les cartes économiques, les cartes politiques, les cartes des grands pôles, politiques. Et j'estime que Madagascar a toute sa place pour revenir dans le concert des nations. Et il y a des mots que j'aime bien employer, c'est le fait de faire rayonner Madagascar à travers le monde. Et j'engage tous vos auditeurs à revenir sur le site du ministère des Affaires étrangères pour relire mon discours d'intronisation à Anous, qui est dans ce domaine extrêmement clair, puisque j'ai déterminé 3 points principaux. Le premier point, c'est la diplomatie économique que je viens d'évoquer. Le deuxième point, c'est faire rayonner Madagascar dans toutes les manifestations sportives, culturelles et autres. Et le troisième point, c'est la lutte contre la corruption, et à laquelle le président attache beaucoup de prix, puisque lors de ce premier Conseil des ministres du 15 août dernier, le chef de l'État nous a demandé de lutter contre la corruption au sein de chacun de nos départements ministériels.
Sous quelle forme cette corruption se passe là actuellement pour vous et la lutte concrètement dans le ministère de manière interne cette fois-ci? Qu'est-ce qui va changer? Parce que ça fait à peu près 30 ans, 60 ans même qu'on se dit on va lutter contre la corruption. Qu'est-ce que vous allez faire de différent cette année pour vous en tant que ministre? Étant donné que je viens d'arriver au ministère des Affaires étrangères, je ne connais pas la teneur des dossiers en matière de corruption. Je vois à peu près comment cela se passait au cours des années, il y a à peu près 10 ans et avant. Maintenant, j'ai été extrêmement clair et je vais rencontrer dans les prochains jours les représentants du pôle anticorruption ainsi que du Bianco, le bureau d'investigation anticorruption, pour monter avec elles et eux un certain nombre de procédures qui vont nous permettre de déceler ici ou là la corruption qui pourrait exister au sein de mon département ministériel. Mais encore une fois, je ne connais pas les dossiers puisque je viens d'arriver, mais ça fait partie des choses qui seront dans mes priorités, parce que ce que je veux sur le plan diplomatique, c'est que notre pays soit exemplaire. Et donc l'exemplarité, ça commence par bien se conduire, et puis ça commence aussi, et ça c'est un acte de quasi-corruption, ça commence aussi à être présent au travail quand on est payé par le Vaoka Malagache, c'est-à-dire quand on reçoit son karam à la fin de chaque mois. Et donc je veillerai également dans ce domaine-là avec la direction des ressources humaines à ce que tous les fonctionnaires au sein du ministère des Affaires étrangères soient effectivement là et travaillent véritablement, y compris les hauts fonctionnaires qui devront... C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, parce que quand on dit tous, des fois c'est la tête, on l'épargne un peu, et vous, non? Pour moi, j'ai des instructions extrêmement claires du président de la République. J'ai toute latitude pour mener mon travail. J'ai la pleine confiance, je crois, du chef de l'État. C'est pour ça qu'il m'a nommé déjà conseiller spécial il y a quelques semaines, et ensuite il m'a nommé ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il a toute confiance en moi, et vous pouvez me faire confiance. Moi, j'ai une vieille carrière de haut fonctionnaire en France, mais aussi j'ai chevillé au corps le fait que quand ce sont les gens qui nous payent, lorsqu'on fait le choix du service public, on rende vraiment un service. Et je commencerai naturellement par la tête, parce que comme l'a dit le président Mao Tse-tung, c'est par la tête que le poisson pourrit. Une belle transition en fait sur le en même temps vous étiez haut fonctionnaire ici très attaché à la France, au service de la France on va dire, parce que ça on le voit, on le voyait partout, et en même temps vous êtes très attaché à Madagascar. Comment on voit beaucoup sur les réseaux sociaux comment on peut s'assurer de la, comment dire, sans ambiguïté, que c'est Madagascar que vous allez défendre maintenant? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Eh bien, moi, je vous reposerai la question. Vous qui habitez Toulouse, vous faites allégeance à qui? À la France ou à Madagascar? Et là, c'est pas pareil, monsieur le ministre, parce que, en fait, par exemple, quand vous avez des intérêts antagonistes, je sais pas, les îles Éparses, entre autres, ou alors, je sais pas, des entreprises françaises, peut-être à Madagascar, où il y aura des oppositions, comment vous allez faire? Les entreprises françaises à Madagascar sont sous l'autorité de la loi malgache. Voilà, à partir du moment où ils respectent la loi, je ne vois pas pourquoi il y aurait ce racisme dont moi-même je suis victime depuis une trentaine d'années de la part de certains incompétents, certains jaloux, des gens qui n'ont jamais rien fait pour Madagascar. Moi, il se trouve que ça fait 30 ans que je travaille au sein de mon ONG, que je travaille en ayant écrit 8 livres sur l'histoire politique diplomatique de Madagascar. Donc, j'ai aucune leçon à recevoir de personne. Je sais que le racisme est extrêmement présent dans certaines franges de la communauté malgache en France, mais moi, je veux dépasser tout cela parce que j'estime que nous sommes tous frères et sœurs. Et voilà, on est malgache, et c'est pas parce que moi j'ai la peau plus claire que vous que je suis moins malgache que vous. C'est pas parce que j'ai fait une carrière de haut fonctionnaire en France comme d'autres la font en Allemagne, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs qu'on en est moins patriote. Et s'il s'agit des îles Éparses, il est évident, j'ai fait partie du comité scientifique
pour la rétrocession des îles Éparses. Moi, je suis simplement, à titre personnel, je suis simplement pour le respect de la résolution de 1979 de l'Organisation des Nations Unies. Voilà, je le dis à titre personnel, mais s'agissant de mon travail diplomatique, je le ferai sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, dans le cadre de ce qui a été évoqué hier par le président Macron, dans le cadre d'une commission mixte chargée d'étudier ce sujet, qui est un sujet très important, comme l'a dit le président Rajoelina, pour l'identité nationale malgache. Voilà, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Voilà, moi je suis parisien dans mes veines, je suis français et malgache de nationalité, ma maman est polonaise, ma fille est canadienne, donc nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne. Moi je suis extrêmement déterminé pour mener ce ministère au plus haut, c'est-à-dire pour faire rayonner Madagascar, pour également donner, disons, force et vigueur à la diplomatie économique, pour également lutter contre la corruption, si elle existe au sein de mon ministère. Donc malheureusement, je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. J'ai juste une personne qui m'a nommé, c'est le président de la République. Il m'a nommé pour être ministre des Affaires étrangères. J'assumerai ma fonction jusqu'à ce que je ne puisse plus l'assumer parce que j'aurais été mauvais ou on m'aura mis beaucoup de bâtons dans les roues. Mais que ceux qui me mettront des bâtons dans les roues, y réfléchissent à 7 fois, parce que ceux qui me connaissent savent que pour défendre mes idées, pour défendre Madagascar, pour défendre un certain nombre de valeurs qui m'animent, je ne suis pas manchot. Vous parlez du métissage tout à l'heure. On a évolué un peu sur le code de nationalité. Maintenant, la mère peut transmettre la nationalité, mais il reste quand même l'épouse qui ne peut pas transmettre la nationalité à son époux. Mais inversement, c'est vrai. Est-ce que c'est dans vos projets, ça ? La nationalité malgache ne s'acquiert que par le sang. Oui, mais l'époux non malgache peut demander la nationalité quand il est marié à... Non, l'épouse peut demander la nationalité, mais l'époux, non, en fait, pour l'instant. Je ne suis pas au point sur ce sujet. Okay. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le droit malgache dispose que la transmission de la nationalité se fait par le sang. Oui, oui, oui. Et là, c'est OK depuis quelques années, 3-4 ans. Mais ça peut être dans vos projets, ça, de se dire l'égalité, tout simplement, entre une femme et un homme qui sont mariés par des non-malgaches. Je suis naturellement pour l'égalité des sexes et des genres également, puisque, comme vous le savez... Des droits aussi ? Et des droits ? Ah, évidemment, oui. Je suis démocrate, oui. Oui, bien sûr, je suis pour l'égalité des droits pour tout le monde. Le sujet que vous évoquez, sous réserve qu'il existe véritablement, je ne suis pas au point sur ce dossier. Donc je ne vais pas raconter de bêtises. C'est le président de la République qui décidera ça. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères, en charge de la diplomatie malgache. Et voilà, il y a un certain nombre de choses qui se feront sous l'impulsion du président de la République, avec la majorité parlementaire. Et je laisse aux députés le soin de faire la loi. D'accord. Diaspora, droit de vote, des nouveautés cette fois-ci ? On se verra plus tard. Parce qu'on aura le droit, parce qu'on a entendu tout à l'heure, mais est-ce que ça va être OK pour 2023 pour vous, le droit de vote des Malgaches ? Je vous laisse repasser la bande que vous avez enregistrée tout à l'heure. Le chef de l'État était extrêmement clair. Pour terminer, parce que sur Gascar, en fait, on est toujours... c'est une émission franco-malgache, malagasy, comme vous dites. On peut aussi voir dans la presse qu'on vous reproche de ne pas parler malgache. Il y a des Aonazan, monsieur le ministre. On m'insulte depuis 30 ans sur ma couleur de peau. On m'insulte depuis 30 ans parce que malheureusement, pour certains, j'ai un nom malgache, donc c'est dommage pour eux. Si je m'appelais autrement, voilà, si je m'appelais par exemple Camille Vital, Cool Roger, si je m'appelais Silla, si je m'appelais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis extrêmement fier d'être métisse, je suis extrêmement fier que mon père soit malgache et que ma maman soit polonaise. Donc, encore une fois, je n'ai aucune leçon à recevoir de malgachitude.
par ceux qui seraient jaloux, par exemple, par ceux qui seraient des gens qui ne font jamais rien pour Madagascar. Sinon, moi je vais droit, maïtsfon. Maïtsfon. Huantan Drasana. Soldatupko.